Quand je marche, je m'interroge sur la vie et puis surtout j'observe la nature. Je me suis demandé si j'allais gravir l'Everest parce que ça me paraissait possible. Il y a une addiction qui se crée. Quelque part d'entrer dans l'histoire comme en étant le premier ou le seul à parcourir tous les sentiers pédestres de Suisse avait un certain poids. Bienvenue dans l'entrejeu. If I speak, I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Alors, bienvenue dans notre jeu, un podcast où on part à la découverte des coulisses du sport et de ses acteurs. Et pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir un homme qui s'est lancé en 2013 un magnifique mais vertigineux défi, celui de parcourir en moins de 30 ans les quelques 66 000 km de chemin pédestre balisé de Suisse. Pascal, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui pour discuter de ton défi nommé La vie en jaune. On va discuter de ton défi et de plusieurs thématiques liées. Bienvenue dans notre jeu. Merci de m'accueillir. Pascal, tu es journaliste de profession aujourd'hui au Quotidien Jurassien avec aussi un peu de travail dans la section numérique, mais tu es un athlète aguerri également. Tu as terminé bon nombre d'ultra-trails, des marathons, tu as gravi des sommets, tu as fait de la plongée sous-marine, tu as terminé la patrouille des glaciers caméra en main pour un reportage pour la RTS. Ça fait maintenant plus de 10 ans que tu arpentes les sentiers suisses chaque semaine ou presque. Comment ça se passe, où c'est que tu en es et puis comment se déroule le défi depuis maintenant plus d'une décennie? Mais je dirais qu'il se passe bien. Je viens de boucler ma 11e année de défi. J'ai déjà parcouru 43% des sentiers pédestres officiels de Suisse. Bon an, mal an, tout se passe bien, sauf quand j'ai des petits pépins, parce que ce projet que j'ai baptisé La vie en jaune, il s'inscrit dans le cadre de ma vie globale. Et comme tout être humain, il y a des années qui sont meilleures que d'autres, il y a des années où tout va bien, il y a des années où il y a des pépins de santé, il y a des années où il peut y avoir des pépins professionnels ou des pépins sentimentaux. Et il faut faire avec, mais depuis que j'ai commencé, disons que rien ne m'arrête. Ça te fait quoi d'être... tu as été journaliste, longtemps à la RTS, aujourd'hui au QJ, tu as été souvent derrière la caméra. Ça fait quoi aujourd'hui, ou depuis que tu as commencé, d'être un petit peu de l'autre côté et d'être l'attraction, ou en tout cas un sujet dont on discute et dont on écrit des articles, dont on fait des podcasts dessus? Comment tu le vis ça par rapport à avant où tu étais plutôt... ou en tout cas tu étais l'initiateur d'un sujet? Oui, c'est une question un peu particulière parce que comme j'ai travaillé à la télévision, j'étais aussi quand même face caméra et j'étais relativement connu en tant que journaliste de télévision. Donc, quelque part, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi que d'avoir un objectif braqué sur moi et de parler dans un micro. Mais disons que par rapport à la situation qui prévalait à l'époque, je dirais que tout est beaucoup plus spontané. Mais ça, c'est peut-être aussi parce qu'on prend de l'âge, c'est peut-être aussi parce que finalement, on ne parle que de choses que je connais. Donc, en fait, je déteste trop me préparer. Je n'ai pas de message à passer. Je vis l'instant présent. Et là, je vais répondre à tes questions vraiment avec cœur et sans chercher à passer un message ou sans chercher à laisser une impression quelconque. Top, je me réjouis du coup de pouvoir discuter de tout ça avec toi. J'ai fait mes petites recherches, notamment sur ton site où tu donnes pas mal déjà d'infos sur toi, sur ton parcours sportif et sur tout ce que tu as fait. J'aimerais revenir avec toi sur ton rapport au sport. J'ai ma petite liste ici avec tout ce que tu as fait comme discipline. Elle est presque longue comme le bras. On a du foot, de l'athlétisme, du volleyball, la plongée, du tennis, VTT, la course à pied avec des marathons, de l'ultra-trail, de l'alpinisme avec 4 fois le Mont Blanc gravi notamment, le Cervin, le Kilimandjaro et d'autres sommets iconiques, et du ski alpinisme avec, comme on l'a dit, la patrouille des glaciers. Quel est ton lien avec le sport et puis comment t'es tombé dedans, si j'ose réutiliser l'expression, quand t'étais petit, et comment ça s'est fait? Je dirais que chez moi, le sport est venu tout naturellement, comme enfant finalement. J'adorais taper dans le ballon, je rêvais d'être footballeur professionnel comme beaucoup de garçons. Et puis finalement, ça a été une passion. Et puis, il faut aussi dire que je suis le neveu de Jean-Pierre Hégère, qui a été nommé récemment entraîneur du siècle en Suisse, qui lui est allé 2 fois aux Jeux Olympiques
et qui donc était spécialisé en athlétisme. Et puis bref, le sport a toujours été important pour moi. Ce qui s'est passé par contre, c'est que j'ai touché à passablement de choses, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais plutôt physique que technique. Donc au foot, j'ai remarqué au bout d'un moment que je courais mieux que je ne shootais. Donc c'est pour ça qu'après j'ai passé à l'athlétisme, et c'est vraiment en athlétisme en demi-fond que j'ai commencé à obtenir de bons résultats. Et disons que tout ça était quand même souvent basé sur l'endurance, sur la volonté. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai passé à des plus longues distances, que j'ai passé un peu au marathon. Et puis ensuite, comme parallèlement, je me suis découvert la passion de la montagne. J'ai mixé les deux, j'ai passé à l'ultra-trail. Je dirais que dans ma vie, les choses se sont toujours un peu enchaînées. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui en ont apporté d'autres. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la montagne, de l'ultra-trail. Et puis ensuite, à me lancer dans ce projet de très longue haleine de parcourir tous les sentiers pédestres de Suisse. Donc finalement, tu avais une soif de découverte, un petit peu d'essayer tout ce que les potes faisaient, etc. Et puis après découvrir ce dans quoi tu étais bon. En athlétisme, c'est quoi un petit peu là où tu étais le meilleur, tes résultats, quel était ton parcours? Parce que si je ne me trompe pas, c'est un petit peu comme tu l'as dit, la discipline principale que tu as le plus explorée, c'est juste? Oui, c'est ça. Là, j'ai été plusieurs fois champion de Suisse-Ouest, c'est-à-dire Suisse romande plus canton de Berne. J'étais vice-champion suisse de relais, champion suisse interclub avec le Stadtturnverein Berne. Je faisais beaucoup de 800 mètres et après ensuite de 400. J'ai eu une sélection en équipe nationale junior du 4x400 mètres. Je dirais quand même que quand j'étais jeune, le sport était quand même aussi une façon d'essayer d'obtenir une reconnaissance. Je crois que comme beaucoup de gens, je cherchais quand même à une certaine notoriété, un certain succès. Et finalement, quand j'ai vu que je ne l'aurais pas en football et que j'ai vu par contre que je gagnais des médailles en courant, je me suis plutôt orienté vers la course. Donc, il fut un temps, j'ai quand même été un peu guidé par la quête de succès. Et je dirais même que par la suite, alors après quand j'ai découvert la montagne, là, il n'y avait pas question de devenir un alpiniste hors pair. Là, c'était vraiment le plaisir pur de la montagne. Et par contre, quand j'ai lancé la vie en jaune, l'idée de quelque part d'entrer dans l'histoire comme en étant le premier ou le seul à parcourir tous les sentiers pédestres de Suisse avait un certain poids, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'a plus vraiment. Je me suis libéré de ça au fil du temps. Aujourd'hui, comme disait Sylvain Tesson, je n'ai plus envie d'entrer dans l'histoire, mais plutôt envie de disparaître dans la géographie. Donc, j'ai énormément de plaisir à découvrir, à faire ce que je fais, à partager avec d'autres. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert en chemin. C'est que comme chaque semaine, je partage les photos de mes balades et que ça plaît à beaucoup de gens, c'est une autre façon d'avoir de la reconnaissance. Non pas dans l'exploit, mais juste dans le partage. Et voilà, c'est un chemin, c'est une évolution. On aura l'occasion après justement de revenir un petit peu sur les pourquoi de la vie en jaune. J'avais encore une petite question ou deux sur la partie sportive. Du coup, tu as fait des sports collectifs, tu as fait des sports individuels de compétition, si je peux dire, ou comme l'athlétisme, le tennis, etc. Le marathon aussi, c'est un petit peu la même chose, mais après, il y a cet aspect plus endurance qui peut-être on peut un petit peu les différencier du tennis ou autre. Qu'est-ce que tu as retiré des différents types de sports, justement, dans ces catégories-là, collectifs, individuels et individuels longue endurance? Ouais, c'est une question assez difficile, mais et intéressante, parce que on va peut-être en parler plus tard, mais en fait, j'ai découvert relativement récemment que je vis quand même un peu avec un trouble du spectre autistique, ce qui fait que je suis aussi à l'aise dans ce projet. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais ça me permet aussi avec du recul de peut-être expliquer pourquoi dans les sports d'équipe j'avais un peu des problèmes, j'avais de la peine à trouver ma place. Dans une équipe de foot, quand on est 11 sur le terrain,
il faut tenir son rôle, mais en même temps, il faut que les autres tiennent le leur. Et c'est quelque chose, j'avais des fois un peu de la peine à gérer, quoi. En athlétisme, ça se passait beaucoup mieux. J'adorais ça parce que finalement, j'adorais le relais, mais on n'était que 4, on était déjà moins. La responsabilité était moins diluée. Et en tennis, par exemple, aussi, j'adorais le double, c'était aussi quelque chose. Mais en même temps, ça me posait quand même des fois problème. La responsabilité de ne pas couler l'équipe et que l'on perde à cause de moi. Ou alors, dans l'autre sens, si moi je suis dans un bon jour, j'avais pas envie de perdre à cause de l'autre. Et j'ai quand même des fois un peu de la peine à me connecter complètement avec les gens. Et fondamentalement, je pense que je suis assez individualiste et l'endurance, parce que finalement, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi, quoi. Il y a des gens qui sont plutôt vifs, plutôt techniques. Moi, je suis plutôt endurant et j'ai plutôt beaucoup de volonté que de grands talents. Tu as parlé de tes qualités justement innées d'endurance. C'est à quel moment, tu faisais du coup déjà de la course à pied dans le cadre de l'athlétisme, même si c'est pas tout à fait la même chose. À quel moment tu te mets vraiment à l'endurance plus longue, que ça soit pour des marathons et ensuite de l'ultra trail? Alors ça, c'est assez spécial. En fait, quand je jouais au football, je remarquais que je courais pas mal, mais pas plus que ça. Et puis on a eu les célèbres journées sportives à l'école. Et puis là, tout à coup, je crois que la première fois que j'ai couru un 1000 mètres, je l'ai couru en 2 minutes 52, ce qui était pas mal. Et puis là, il y a les gens qui ont dit « Ah !» Et puis, j'ai regardé, puis j'ai vu qu'en athlétisme, ceux qui s'entraînaient au club, ils faisaient pas mieux. Donc là, j'ai déjà passé un peu du sprint court au 1000 mètres, et c'était déjà un peu plus long. Et puis après, j'aimais pas vraiment ce qui était très long et ce qui était en pente. J'étais plutôt justement sur 800, des fois 1500, et je m'entraînais plutôt à plat avec des séries de répétitions. Et puis après, j'ai eu des gros problèmes de tendinite, dus essentiellement aux séries sur le tartan. Et puis, j'ai passablement dû arrêter de courir comme ça. Et c'est là que je me suis mis à faire d'autres choses, comme du VTT, de la plongée sous-marine, etc. Et puis, tout à coup, il y a un spécialiste, un ostéo, qui m'a dit « Mais tes problèmes de tendinite, c'est simplement parce que ton bassin n'est pas droit. » Il m'a redressé le bassin et hop, ça a résolu un peu tous les problèmes. Puis, j'ai pu recommencer à courir. Et par contre, là, il s'est passé 7-8 ans entre les... Et tout à coup, j'avais plus de 30 ans et j'avais plus vraiment envie de retourner tourner sur une piste. Et je me suis intéressé au marathon. Et c'est comme ça que disons, je me suis recyclé. Et puis après, le marathon, ça allait, c'était assez prometteur. Mais j'ai commencé de nouveau d'avoir un peu des problèmes d'articulation. Et puis c'est là que j'ai découvert tout à coup l'ultra-trail dans les montagnes et tout. Alors bon, l'ultra-trail, c'est aussi assez violent pour les articulations, dans le sens où il y a des grosses descentes, etc. Mais, je veux dire, chaque foulée est différente. C'est pas une même foulée pendant 42 km sur du goudron. Donc, quelque part, pour le corps, c'est quand même moins violent. Et c'est là que finalement, j'ai trouvé ma voie. Puis après, j'ai commencé à adorer ce qui était vraiment très long, qui allait au-delà de l'effort simple, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où il faut mêler. J'ai fait la petite trotte à Léon, c'est 300 km avec 30 000 mètres de dénivelé. On a mis 135 heures, on dort un peu comme des marins, par-ci, par-là, il faut gérer l'estomac, le mental, le sommeil, etc. Et voilà, j'ai découvert que j'adorais ça. Donc 135 heures, c'est 5 jours et demi. C'est 5 jours et demi et moi ça me paraît fou comme ça parce que j'ai une toute petite expérience en course à pied et puis je sais que quand on démarre 10 km, 20 km, le marathon ça paraît long. Du coup tu rentres un peu dans un autre état ou comment dans quelles conditions mentales et physiques t'es ou ton corps est pour tenir pendant 135 heures et puis dormir
très peu, je pense, sur 5 jours. Alors justement, ça se passe plutôt dans ces critères-là, parce qu'à part quelques martiens, à part les Kylian Jornet et compagnie, la plupart des gens dans des courses comme ça, ils courent les 500 premiers mètres et puis les 100 derniers. Et puis le reste, c'est essentiellement marcher plus ou moins vite. Puis le but, c'est tenir. C'est un peu là, je ne sais pas si tu es trop jeune, mais à l'époque, à la télévision, il y avait la publicité pour les piles Duracell avec le petit lapin qui bouge. Il y avait tous les petits lapins. Et puis au bout d'un moment, celui qui avait la pile Duracell, il continuait de bouger alors que les autres, ils s'étaient arrêtés. Et c'est un peu ça. Le but du jeu, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut gérer son sommeil, il faut gérer son estomac, il faut gérer ses muscles. Et puis il faut gérer son mental. Donc c'est plus vraiment de la course à pied, c'est un peu un autre sport, quoi. Et puis ça t'apprend quoi sur toi, une course de 135 heures comme ça, où, je sais pas, la majorité du temps, tu es tout seul ou tu as des sections à plusieurs? Alors, il y a différents types de courses. Celle que j'ai faite, la petite Trotte à Léon, c'était en équipe, de 2 ou de 3. Donc là, c'était parfait. Et surtout, la fois où j'ai terminé l'épreuve, j'étais avec un ami qui m'est cher et avec lequel on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Donc ça c'est quelque chose de très beau aussi. Mais je dirais que il n'y a que ceux qui les font, ces courses, qui peuvent vraiment comprendre. Pour la télévision, j'ai fait des reportages aussi, interviewer des gens pour essayer de faire exprimer ça, mais c'est assez difficile. Le but, c'est le dépassement de soi-même, c'est se prouver quelque chose, je pense. C'est aussi voir jusqu'où on peut aller avec son corps, etc. Après, avec du recul, maintenant, je dois dire que c'est un exercice assez dangereux. Il faut quand même faire attention parce que ces courses de fond et tout, d'une part, il y a une addiction qui se crée, et puis d'autre part, tout n'est pas sain. Donc, il faut faire attention. Il faut pas croire qu'il y a des domaines comme ça tout à coup où tout est génial. Non, c'est pas vrai. Hein, c'est le yin et le yang. Je veux dire, il y a toujours un peu de blanc dans le noir et puis un peu de noir dans le blanc, quoi. Tu parles d'addiction, ça a quelle forme? Je me souviens que, en fait, quand on termine un ultra-trail du Mont Blanc, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de préparer le suivant. Parce que, je veux dire, soit on s'est planté et puis on a tellement investi qu'on veut éliminer cet échec, donc on pense tout de suite au suivant où on va faire mieux. Et puis si on réussit, on se dit mais tonnerre, mais c'est génial, puis c'est grisant, et puis je veux faire encore mieux, quoi. Et au bout d'un moment, on est pris là-dedans, mais c'est vraiment une drogue, quoi. Et il y a certaines personnes qui peuvent qui peuvent négliger leur travail, leur famille, tellement ils passent de temps à préparer ça, à s'entraîner, aussi à mentalement être accaparés par ce genre de choses. Donc, il faut se méfier, quoi. Puis au niveau du corps, au bout d'un moment, je veux dire, ça ne suit pas forcément. Puis ça, il faut s'en rendre compte, quoi. Le corps est exceptionnel, mais et il y a beaucoup de gens qui restent très loin des limites de leur corps, mais il y a d'autres personnes, par contre, qui les franchissent, quoi. Moi, j'ai eu tendance à dire que la frontière entre le dépassement de soi et la connerie est extrêmement ténue, quoi. C'est intéressant, ça. Tu as parlé de préparation. On est dans les années... au moment où tu commences à faire du marathon et autres, c'est avant les années 2000. Non, c'est après 2000. Ça. Ah, c'est après 2000, autant pour moi. C'est un peu après 2000. Okay. L'Ultra-Trail du Mont Blanc, le premier que j'ai fait, c'était en 2005. Ok. Et du coup, pour revenir à la partie préparation, il n'y avait certainement pas les mêmes ressources qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des milliers de vidéos YouTube qui expliquent la préparation, alors de plus ou moins bonne qualité selon les créateurs. Mais il y a aussi des logiciels et des plateformes qui permettent de planifier et préparer une préparation selon la course. Toi, à ce moment-là, comment ça se passait? Où c'est que tu allais chercher tes informations? Comment, quel rôle la curiosité jouait aussi dans cette préparation-là au niveau des infos? Et puis après, comment tu mettais tout ça en place? Alors, c'est vrai que
c'était un peu les débuts de l'Internet grand public, mais en fait, il y avait encore peu de choses. Par contre, il y avait quand même il y avait quand même des revues, et puis après aussi le bouche à oreille. Mais je dirais qu'il y avait les revues, les journaux. Euh, Avant l'Ultra Trail, par exemple, j'ai fait 2 fois le marathon de Paris, et j'avais acheté un journal, je crois que ça s'appelait Jogging International. Et le premier marathon, je m'étais dit, bon, moi, je vais essayer de faire 4 heures. Donc, j'ai pris le plan, préparez votre marathon en 2 mois pour faire 4 heures. Et puis, j'ai fait exactement ce qui était dans le programme. C'était 4-5 entraînements par semaine. Et puis, j'ai fait 3h53. Et l'année d'après, j'ai dit, bon, maintenant, je vais essayer de faire 3h30 cette année. J'ai pris le programme sur 2 mois pour faire 3h30. Et puis, j'ai fait 3h27. Donc, là, c'était génial. Après, l'année d'après, je voulais prendre le programme pour 3h15, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes d'articulation, parce que pour faire 3h15 au marathon, il faut s'entraîner de façon assez soutenue sur le bitume, et puis ça passait plus, puis c'est là que j'ai passé au trail. Après, au trail, le trail, par contre, au niveau course, c'est quand même beaucoup plus intuitif. Et après, ce qui est hyper important, c'est l'alimentation et puis la gestion de l'effort. Mais ce qui est intéressant dans le trail, finalement, c'est qu'on apprend à se connaître, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Je pense que le trail est beaucoup moins paramétrable que le marathon. Le marathon, vraiment, encore une fois, en suivant... Si 10 personnes suivent le même plan, il y en a 9 qui vont réagir de la même façon. En trail, je pense pas, non. Tellement les tracés sont différents, c'est beaucoup moins monotone aussi, c'est beaucoup plus varié les dénivelés et tout, hein. Ouais. Et puis, bon, après, il y a aussi la longueur, parce qu'en général, moi, je parle d'ultra trail, donc c'est vraiment des courses très longues, quoi, sur 24 heures ou plusieurs jours. Et puis, à ce moment-là, et puis il y a le terrain, quoi. Et ça, c'est fondamental, suivant la nature du terrain. Et après, ça, je l'ai retrouvé dans la vie en jaune. C'est pas l'individu qui décide la vitesse à laquelle il va. C'est le terrain qui décide. Il y a des endroits, si vraiment s'il y a des racines, des cailloux, etc., on peut regarder sa montre puis se dire « Oh non, de bleu, je tiens pas la moyenne, faut que j'aille plus vite. » Non, c'est pas la peine, ça va pas. Je veux dire, si on veut remonter la moyenne, il faut attendre et puis il faudra la remonter quand ce sera possible. Et il y a toute une approche terrain, intelligence de course qui est hyper intéressante. Par rapport aux courses, tu as parlé avant de l'après-course où justement tu penses déjà à la suivante. Tu as connu les périodes un petit peu de flou, bien de déprime post-course où on a fini une préparation longue et on a atteint ou pas l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis on se retrouve dans un truc où on ne sait pas trop quoi faire, un petit peu une période de flou comme ça post-course. Eh bien, non et oui. Non, parce que, disons, à l'échelle micro, disons, dans l'année, je passais tout de suite à autre chose. En plus, j'avais une vie professionnelle et familiale qui était très riche, donc j'avais vraiment pas le temps de m'ennuyer. Donc non. Par contre, au niveau macro, sur l'ensemble, il y a un gros oui. C'est que c'est exactement ce qui est arrivé dans les années 2012-2013, et c'est pour ça que j'ai lancé le projet de la vie en jaune. Le projet de la vie en jaune, il est né quand j'étais au sommet d'une montagne en Bolivie, sur l'Illimani, à 6500 mètres, et puis j'attendais les 2 personnes qui grimpaient avec moi, qui ce jour-là avaient eu un coup de moins bien. Loin de moi l'idée de dire que j'étais meilleur, mais ce jour-là, moi, j'étais en forme, et puis eux, ils ont eu un petit souci. Donc j'ai passé 1 heure tout seul sur un sommet à 6500 mètres à regarder l'horizon et tout, puis à me dire, et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et là, il y avait vraiment cette espèce de flou, ce grand point d'interrogation, et finalement, je me suis demandé si j'allais gravir l'Everest, parce que ça me paraissait possible. J'ai examiné ça, puis je suis arrivé à la conclusion que c'est pas parce que tout le monde va faire l'Everest pour faire un immense exploit de montagne qu'il fallait que je fasse la même chose, qu'il vaudrait mieux que j'essaye
de me créer mon Everest à moi, de trouver autre chose. Et puis c'est comme ça que finalement, je suis parti dans ce projet de parcourir tous les sentiers pédestres de Suisse, ce qui représente donc mon Everest à moi. Donc ça c'était à la sortie d'un flou, d'un gros point d'interrogation. Tu as une sensation d'avoir eu toujours envie de plus, de quelque chose de plus dur, plus long, plus... Et quel est ton rapport avec ça de manière générale? Oui, je crois que c'est assez évident. Je crois que tout le monde tout le monde, enfin la plupart des gens sont comme ça. Et puis c'est un peu la monnaie de la pièce ou le revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est clair que ceux qui sont peu ambitieux, ils sont moins touchés, mais tous ceux qui sont très actifs, hyperactifs, ambitieux, c'est clair que dès qu'ils obtiennent quelque chose, ils pensent à la suite et puis toujours plus. Ouais. Non, je pense que c'est un vrai problème, ouais. Et c'est pour ça aussi que certains vieillissent mal, parce que l'âge est impitoyable et il y a un moment tout à coup où on ne peut plus faire certaines choses. Alors, encore une fois, le domaine de l'endurance est particulier parce que, en fait, en endurance, on peut pratiquer très très longtemps, ça va. Mais on le voit très bien chez les sportifs d'élite très célèbres, les footballeurs, les hockeyeurs, les tennismen. Il y en a qui vieillissent bien et qui passent à autre chose et qui savent se recycler. Et puis il y en a, à la fin de leur carrière, c'est le grand vide sidéral, quoi. Et ça, c'est assez dramatique. Et du coup, là, au moins, tu n'as pas pris de risque, enfin, tu as pris des risques, mais au moins, avec un défi sur 30 ans, normalement, tu en as pour un moment. Donc, il n'y aura pas de... Enfin, il y aura peut-être un plus ou un après, on aura l'occasion de discuter. Mais du coup, j'aimerais revenir avec toi sur la durée, à peu près 30 ans. 28, ouais. 28, selon la planification. Quel est, toi, ton rapport au temps? Parce que tu as fait des courses extrêmement longues, tu as fait de l'athlétisme où la performance est beaucoup plus concentrée, et du coup, tu fais maintenant un défi sur 28 ans. Moi, me dire que je fais un truc sur 28 ans, en tant que vingtenaire, déjà me dire que dans 10 ans, il me restera encore plus de la moitié à faire, ça me paraît vraiment, comme je l'ai dit dans l'intro, vertigineux. C'est quoi ton rapport au temps? Que ça soit en sortie, pendant la pratique, sur l'année, comment toi tu vis le temps, la vitesse, la lenteur? Tu as dit un truc dans une interview, c'était que tu aimerais raconter ton pays à la vitesse du pas. Comment tu vis le temps? Alors j'ai énormément ralenti, puis je n'arrête pas de ralentir, quoi, parce que j'ai l'impression que j'ai mené ma vie avec les yeux beaucoup trop rivés sur le chronomètre, comme beaucoup de gens. Et là, ça fait quelques années où j'arrive gentiment à me dégager de cette façon de faire. Et puis, j'ai vraiment envie de ralentir. Mais ça, je pense que c'est bêtement parce que je vieillis et que la vieillesse, elle est dramatique au niveau physique, mais elle a ceci de magnifique qu'elle apporte une certaine sérénité. Et je pense que le projet que je mène, on ne peut pas se lancer dans ce projet quand on est jeune. C'est impossible. Déjà parce qu'on a d'autres choses à faire. Moi, quand je me suis lancé, ma fille était déjà grande et puis j'avais déjà vécu énormément de choses. Donc, c'est clair que maintenant, je consacre une très grande partie de ma vie à ce projet. Mais je veux dire, j'ai déjà vécu beaucoup de choses je me suis lancé dans ce projet à 47 ans. Durant mes 47 premières années, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Et puis maintenant, ce projet, c'est particulier parce que c'est un projet sportif, oui. Et au niveau sportif, par rapport à ce que tu disais, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, il n'y a pas de récupération. C'est que je parcours grosso modo 50 km toutes les semaines, et en moyenne, avec en général 120 à 150 000 mètres de dénivellation positive et négative sur une année. Et il n'y a pas de récupération, ni physique, ni psychique. C'est-à-dire que chaque semaine, je repars.
Ça c'est pour le côté relativement difficile. Et puis, repartir, ça ne veut pas seulement dire refaire des efforts, mais c'est faire les déplacements pour se rendre sur place. Et puis, il n'y a pas de mot en français aussi bon qu'en allemand pour dire einpacken, auspacken. Donc, préparer ses affaires et puis ranger ses affaires. Et chaque fois, il faut se remettre dans la logique. Je dois tout préparer, je dois y aller, voilà. Puis une fois qu'on a fait l'effort, et maintenant je dois revenir, je dois tout ranger. Et ça c'est relativement lourd. Donc en fait, il n'y a pas de pause. Et ça c'est la difficulté de ce projet. Comment faire alors pour surmonter ça? C'est d'avoir du plaisir. Et le plaisir, je le trouve en découvrant ce pays, en photographiant des paysages magnifiques, en partageant ça avec des gens qui visiblement apprécient. Maintenant, pour que vraiment la balance soit positive, il faut que je fasse ça tranquillement. Si vraiment je veux mettre trop de choses dans une semaine, je n'y arrive pas et je perds plaisir. Si lors de certaines étapes, j'ai un peu moins de plaisir, il faut que je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, la réponse est, ton programme est trop chargé. Si je vais marcher, je peux très bien faire en sorte d'aller en Argovie et puis de faire mes 25 kills, puis de retour chez moi à Moutier peut-être à 15 heures, c'est possible. Mais quelque part, c'est pas du plaisir. Ça me stresse. Et si je fixe un rendez-vous, par exemple ici, on est en train de se retrouver maintenant, j'ai fixé ce rendez-vous sur un jour de congé pour avoir le temps. Parce que si je t'avais dit on se retrouve à 17h après une étape, ça veut dire que l'étape aurait été perturbée par le fait que je me dise ah ouais, puis ce soir j'ai ça, puis il faut que je sois à l'heure, etc. et tout. Et puis je serais arrivé ici, puis j'aurais été encore relativement fatigué, stressé et tout. Et je me rends compte que c'est le cas pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens, on met trop de choses à l'agenda. Et en fait, il faut aussi savoir faire des choix. Et par rapport à mon projet, j'ai fait ce choix d'aller découvrir ces sentiers. Et si je veux que vraiment ça m'apporte un maximum de plaisir, il faut que j'accepte qu'il y a d'autres choses que je ne peux plus faire. Choisir, c'est renoncer donc. C'est ça. Choisir, c'est renoncer. Mais ça sonne un peu négatif. Je dirais plutôt que c'est vrai. Choisir, c'est plutôt privilégier certaines choses. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est un petit peu plus positif et puis ça met plus en valeur ce que tu fais parce que du coup ça. Mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est cool, hein. Je pense que actuellement, le mot est anglais. On parle toujours de mindset et je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important. Là, on est début décembre. Normalement, c'est une période où j'ai pas le moral. Moi, je suis assez sujet à la dépression saisonnière, au manque de lumière et cette année, ça va bien parce que cette année, j'arrive vraiment à avoir une pensée positive. Et en fait, il faut se concentrer sur les choses qui vont bien, sur les choses qui font plaisir. Parce que autrement, ça va pas, quoi. J'entends. Il y a tellement de choses qui vont mal, puis on a tous tellement de difficultés, puis il y a tellement d'incertitudes qu'on peut pas survivre à ça. Donc, il y a un moment où il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on fait. C'est un peu comme manger ou boire, quoi. Quelque part, il vaut mieux manger ou boire moins, mais mieux. Privilégier la qualité à la quantité. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai découvert finalement qu'assez récemment, quoi. J'ai tendance à dire que j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir le mental d'aujourd'hui avec mon corps d'adolescent, quoi. Ça aurait été assez génial. Mais bon, ça c'est pas possible. Tu parlais avant de planification, de programme. Aujourd'hui, au niveau logistique, ta semaine ou tes mois, ils ressemblent à quoi pour revenir un petit peu là-dessus? On aura le temps de revenir après sur l'aspect un petit peu plus mental et physique. Mais ta semaine aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Comment tu t'organises avec le travail,
avec les marches, les déplacements, tu avais notamment expliqué que 1 heure de marche, c'est au moins 1 heure de préparation. Comment tout ça se passe? Alors moi, je travaille à 100% actuellement, mais sur 4 jours. Et ça veut dire qu'il me reste 3 jours dans la semaine. Et sur ces 3 jours, en principe, il y en a 2 où je vais faire des étapes de vie en jaune. Euh, Si possible, 2 jours consécutifs qui me permettent de rester sur place dans mon bus habitable. Ou alors des fois, j'y vais un jour, et puis je reviens, et puis je vais un autre jour. C'est assez modulable, quoi. Mais disons, ces journées-là, elles sont consacrées essentiellement à ça. Et en général, ça commence la veille, parce que maintenant, les déplacements sont toujours plus conséquents. Donc, ça veut dire aussi que souvent, je pars la veille vers 19-20 heures, et puis je roule pour me rendre sur place. Je dors dans mon bus, et comme ça, le jour où je marche, je suis déjà sur place. Puis après, soit je fais 2 jours, ou alors si je n'en fais qu'un, je rentre directement le soir. Mais ça me permet de faire qu'un voyage dans la journée plutôt que l'aller-retour, quoi. Parce que quand il y a 200 km, ben, c'est mieux de faire 200 un jour, puis 200 le lendemain, que de faire 400 le même jour en plus des 25-30 km de marche ou de course, quoi. Voilà. Alors, et puis sinon, ben, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a le travail qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, ben, je vis seul, donc je dois m'occuper de mon appartement. Je dois faire mes achats, mon ménage, mes courses, me faire à manger, essayer de me faire à manger sainement, c'est très important. Donc voilà, je veux dire, le temps passe vite, quoi. Et oui, alors on pourrait aussi se dire que c'est trop, mais en même temps, je veux dire, là, le travail, je peux difficilement l'enlever. Bon, alors, j'ai 59 ans, puis je pense que j'attendrai pas d'avoir 65 ans pour prendre ma retraite. Je préfère avoir un peu moins et puis en profiter un peu plus vite. Donc, dès que financièrement ce sera possible, je prendrai ma retraite un peu anticipée. Mais enfin, le travail, je peux pas l'enlever. Les différentes tâches ménagères, etc., je peux pas les enlever non plus. Donc voilà, et la vie en jaune, j'ai pas envie de l'enlever parce que des fois, je me dis ah mais pourquoi aujourd'hui il faut y aller ou comme ça, etc. Et une fois que j'y suis, je me dis ah mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Heureusement que tu n'as pas renoncé à venir parce que c'est important, quoi. Parce qu'après il y a cette dimension de méditation, de relation avec la nature qui est très importante, mais de passer 4, 5, 7, 8 heures non-stop, tranquillement avec soi-même dans la nature, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est plus une question d'activité physique, c'est une question d'activité mentale. J'allais venir justement, c'est la transition parfaite sur le fait de passer du temps avec soi-même. Tu as dit dans une interview que les marcheurs sur les chemins sont aussi mal répartis que la richesse sur la planète et que t'es pas une machine mais un être humain qui soigne sa fragilité. Du coup, comment tu passes ce temps tout seul? Et ouais, tu as parlé de méditation, quoi d'autre? L'écoute de mon corps aussi, d'essayer de comprendre ce que mon corps peut accepter sans problème. Je discute un peu avec mon corps, d'essayer de lui dire qu'est-ce que tu en penses comme ça, ou puis des fois ben, il me dit non, ça va pas, ça c'est trop. Et puis bah, typiquement si je cours trop, si je veux trop être dans la performance, ça va pas. Et pendant longtemps j'ai pas voulu admettre ça. C'était moi le maître. Je veux dire, le mental s'estimait supérieur au physique. Et ça, c'est une relation malsaine, parce qu'en fait, les deux doivent cohabiter. Et maintenant, je donne la parole autant au physique qu'au mental. Et s'il faut ralentir, je ralentis. Et donc oui, sur ces chemins, je médite. Ces étapes me permettent de penser, mais
de penser différemment. Bon, l'homme est un roseau pensant, disait l'autre Pascal, mais je veux dire, quand je marche, je ne pense pas à mes impôts, à mon billet de commission ou à mes rendez-vous, etc. Je m'interroge sur la vie et puis surtout j'observe la nature, je m'interroge sur tout ça, sur ce qui est là, sur le monde dans sa globalité. Et puis c'est important de pouvoir le faire. Je crois que dans la vie qu'on mène actuellement, il y a beaucoup trop de gens qui n'ont plus le temps de réfléchir aux vraies questions, quoi. J'allais te poser justement la question sur, disons, la société. Est-ce que les gens ne prennent plus assez le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur aussi d'être confronté à soi-même? Ça peut être quelque chose d'effrayant. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression qu'aussi Alors, je pense que peut-être dans ta génération, c'était quelque chose qui se faisait moins ou dont on parlait moins de s'être respecté. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a, nous, peut-être la jeune génération, même plus l'espace mental, tellement on est toujours sur notamment les écrans, les réseaux sociaux, on a une distraction permanente. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur d'être seul avec soi-même aujourd'hui aussi? Moi, c'est possible. Mais alors, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, ce que je constate, c'est cette évolution. Oui, puisque moi, finalement, j'étais enfant avec des BD, quand j'étais tout petit, une seule chaîne de télévision en noir et blanc. Puis après, il y a eu un peu de couleur. Puis après, il y a eu 3 Suisses, dont 2 dont on ne comprenait pas la langue. Et puis tout ça a évolué. Et puis maintenant, je suis aussi malade que les autres avec les écrans. Mais encore que là, ces derniers temps, je m'en dégage gentiment. Puis je crois que la jeune génération est en train de se rendre compte qu'on lui a tendu un monstre piège et puis qu'il faut se mettre des garde-fous. C'est sûr que l'autre jour, j'écoutais un podcast hyper intéressant. C'était une conférence d'un gars passionnant. C'était un Québécois avec un accent savoureux. Et puis, il disait que, en fait, actuellement, les sollicitations sont tout simplement trop nombreuses et que humainement, on ne peut plus suivre. Et il disait que même si on enlève toutes les conneries qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou sur les affiches ou n'importe quoi, même si on ne garde que ce qui est intéressant, c'est trop. Il y a trop. Et ça rejoint ce que je disais avant, il faut faire des choix. Le gars, il disait que, en fait, une fois, il a eu le courage d'entrer dans une pièce dans laquelle il avait découpé des pages de journaux pour les lire une fois, quoi. Et il a mis tout ça dans une benne parce qu'il les lira jamais. Et ça, c'était que des articles imprimés. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a trop, on peut plus. Je veux dire, le soir, on regarde à la télévision, il y a des tonnes de débilité, mais il y a aussi énormément de choses intéressantes. On n'a plus le temps de tout faire. Il faudrait quand même encore un petit peu lire des livres. Et il y a tellement de livres intéressants. Il faudrait écouter un peu de musique. Et il y a tellement de belles choses. Et il y a un moment, on ne peut plus. Et il faut se rendre compte que, encore une fois, on doit se focaliser sur un certain nombre de choses, puis savourer ces choses-là, puis pas quand on fait ceci, se dire « Ah, mais je ne suis pas en train de faire cela ». Et puis en plus, dans un monde où les algorithmes aujourd'hui nous proposent et choisissent presque à notre place ce qu'on va regarder, il n'y a plus vraiment ce choix conscient de se dire ok, comment je vais dans quoi je vais me perdre ce soir. Plus on le choisit, mieux c'est, mais c'est de moins en moins le cas, j'ai l'impression, notamment avec... Non, mais c'est horrible. Il y a, dernièrement, quand même, pour dire, il y a une chose positive qui m'est arrivée, c'est que, en fait, ces 2 dernières années, je faisais mes photos avec mon iPhone et que j'utilisais aussi pour regarder la carte pendant les étapes. Et ça veut dire qu'à tout moment, quand je voulais faire une photo, je sortais le téléphone. Quand je voulais voir où j'en étais sur le parcours, je sortais mon téléphone. Et à chaque fois, je dérivais dans la messagerie, les réseaux sociaux, etc. etc. Et là, j'ai trouvé un autre téléphone que je trouve meilleur pour faire les photos. Du coup, je fais les photos avec celui-là. Et du coup, je télécharge la carte sur celui-là.
Et ça veut dire que cet appareil-là n'est pas connecté, en fait, parce que j'ai pas voulu acheter une carte SIM juste pour cet appareil. Et du coup, je remarque que c'est génial. Je remarche sans tout le temps être connecté. Et c'est vraiment appréciable. Parce que l'autre téléphone, je l'ai quand même avec moi parce que il est utile, disons, de pouvoir être connecté suivant ce qui se passe. Mais je le sors beaucoup moins. Et j'entends, il faut mettre des garde-fous, quoi. Autrement, ça va être la catastrophe. Tu parles de photos, de partage et du coup de nature, vu que c'est ça que tu photographies. Forcément, tu dois avoir un rapport à la nature spécial pour y passer autant de temps confronté à cette nature-là. Quel est ton rapport à la nature Comment tu as exploré l'eau, la haute altitude, maintenant les chemins suisses? Comment tu te sens en nature? Dans la nature plutôt, c'est plus juste. Alors oui, la réponse peut partir dans beaucoup de directions, quoi. Dans la nature, moi j'aime l'altitude, j'aime les balcons, j'aime la hauteur, j'aime le relief, j'aime aussi ce qui est dépouillé, ce qui est minéral, j'aime aussi les belles forêts, mais si marcher des heures dans une forêt, au bout d'un moment, je ne sais pas si je suis un peu claustrophobe, mais ça me convient moins. Mais voilà, ça c'est un aspect. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que dans la nature, en l'observant, j'ai compris quelque chose. Et dernièrement, en entendant à la radio l'interview d'un psychologue ou d'un psychiatre, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Le gars a dit que marcher dans la nature était très important parce que dans la nature, on se rend compte qu'on est face à quelque chose d'immense, d'énorme, que face à cette immensité, on est minuscule, on n'est rien, mais qu'en même temps, on a notre place. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, voilà les mots qui correspondent à ce que je ressens de plus en plus. C'est-à-dire qu'à force d'observer la nature, je me suis rendu compte qu'on dit toujours que la nature est bien faite, mais c'est pas vrai. Dans la nature, comme chez les êtres humains, il y a de tout. Je dis qu'il y a des grands, il y a des petits, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des choses bien finies, il y a des choses mal finies. Il y a des destins qui sont complètement divers. Une fleur, elle peut pousser dans un champ à 20 cm à l'intérieur de la clôture, et puis elle sera broutée ou broyée par une vache. Et puis elle peut pousser 20 cm à côté, de l'autre côté du fil barbelé, et puis elle va pouvoir profiter du soleil et l'arroser tous les matins pendant X jours. Donc, je veux dire, le destin, il est impitoyable pour les plantes, il est impitoyable pour les animaux. Et ça fait partie d'un système qui est, point. Il n'y a pas tellement à se demander est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il pourrait être mieux, est-ce qu'il pourrait être moins. Il est. Et en marchant dans ce système totalement imparfait, moi qui suis aussi totalement imparfait, j'ai compris que j'ai ma place. J'ai ma place autant que ce caillou qui n'a peut-être pas de raison d'être là, autant que ce chamois écorché qui a une corne qui part sur le côté, autant que cet arbre biscornu, autant que des belles choses aussi. C'est un tout. Et je pense qu'au-delà de la Terre, ça va même jusque dans l'univers. On se rend compte qu'on a notre place. Et voilà, j'ai entendu cette phrase, et en fait, ce monsieur dont j'ai oublié le nom a mis des mots sur quelque chose que j'ai ressenti fortement au fil de mes étapes. Dans une interview à la radio, une journaliste t'avait posé la question s'il y avait des endroits qui sont tout simplement pas beaux, et t'avais répondu quelque chose sur ton regard justement sur la nature qui avait changé, et que du coup tu voyais les choses différemment. C'est de ça dont tu parlais, dans ce que tu viens de nous expliquer? Oui et non. Ce que j'expliquais peut-être aussi là, c'est que quand je démarre, c'est pour aller me faire plaisir, et c'est le défi photographique, et c'est pour, si possible,
ramener des photos qui vont faire plaisir. Et en fait, il faut simplement adapter son regard. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que il y a des étapes qui sont tellement spectaculaires que n'importe qui pourrait publier des photos qui feraient un tabac parce que le décor suffit, quoi. Et puis, il y a d'autres étapes, je veux dire, où il fait moche, il fait gris, il n'y a à peu près rien à voir. Et à ce moment, il faut se focaliser. Puis il faut regarder des détails, il faut regarder des insectes, il faut regarder des formes, des lignes, il faut regarder des détails de plantes. Et puis on arrive à se faire plaisir, on arrive à voir des choses intéressantes. Donc, moi, je dirais qu'il faut adapter son regard, quoi, simplement. Tu parles de photos, on parle justement de beaux paysages, de photos, etc. que tu partages. Tu as aussi des conférences, donc tu partages ton aventure sur les réseaux sociaux, tu as une certaine communauté. Tu donnes des conférences. Quelle part ça a dans cette aventure-là de tout partager et d'avoir une certaine interaction avec des gens qui te suivent et qui suivent ton aventure? C'est un peu la belle histoire à l'intérieur de mon histoire. C'est qu'au départ, c'était pas vraiment prévu. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2013, ça faisait peu de temps que j'étais sur les réseaux sociaux. Je m'y suis mis tard parce que je savais que si je mettais les doigts là-dedans, j'allais être addict. Donc j'ai retardé ça. Et puis, finalement, j'avais dû m'y mettre professionnellement. Et quand j'ai démarré le projet, l'idée, c'était pas vraiment de partager ça. Mais par la force des choses, en 2013, j'ai commencé de mettre un petit peu ça sur Facebook. Et puis tout de suite, il y a eu un certain intérêt. Et puis, la communauté s'est agrandie. Et les retours que j'ai maintenant me touchent beaucoup. Et parce qu'il y a des gens qui écrivent, disons, vraiment des commentaires qui vont dans le sens de moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller à ces endroits, donc merci de partager ça, merci de me faire voyager. Moi, je suis en chaise roulante ou j'ai telle ou telle maladie. Grâce à vous, je voyage, je découvre des choses. Et maintenant, quand je marche, franchement, j'ai l'impression de ne pas être seul, quoi, parce que je sais que ce que je vais voir aujourd'hui va être vu par d'autres. Et puis, voilà, ça reste petit, mais il y a quelques autres personnes qui vont avoir du plaisir à découvrir ce que je vais voir aujourd'hui. Et c'est devenu important pour moi. Donc, c'est un exemple parfait des beaux côtés des réseaux sociaux. On a parlé des mauvais avant, mais il y a quand même évidemment des choses positives, c'en est la preuve. Il y aura encore plein de questions. J'avais des questions sur l'hygiène de vie, sur plein de choses. Je te propose de terminer avec deux dernières questions sur la partie l'avion jaune. Puis après, il y aura encore une petite partie avec 2-3 autres questions. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que tu es dedans. Est-ce que maintenant, pour la suite, tu as des autres objectifs et une autre vision, des autres attentes que celles que tu avais au début? Et puis, voilà, comment tu vois la suite un petit peu de cette aventure? Non, je n'ai pas vraiment une autre vision. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, j'ai de plus en plus l'intention de prendre le temps de pleinement vivre ce projet, de ne pas le caser dans ma vie, mais de lui donner de la place. Donc là, maintenant, j'ai encore 2, 3, 4 ans avant de pouvoir prendre une retraite ou partielle ou diminuer mon temps de travail. Et ensuite, j'ai vraiment envie d'avoir une vie harmonieuse en me baladant, en découvrant ce pays, en partageant, en prenant le temps, quoi. Je crois qu'actuellement, ce qui me fait envie, c'est de prendre le temps de faire les choses. Sinon, pour le reste, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le projet est toujours là. Et puis, il faudra que je mette des moyens. C'est-à-dire que quand je devrais aller au fond des grisons
ou même en Appenzell, ou etc., peut-être qu'il faudra que je loue un petit appartement, que je reste peut-être quelques jours ici pendant une année, quelques jours ici une autre année, etc. Il faudra peut-être que je m'adapte, mais voilà, j'entends. C'est clair que si au départ on se dit mon Dieu, mais je devrais aller 15 fois dans le Val Poschiavo, comment je vais faire ça, on fait pas, quoi. Mais le fait est que là, j'ai déjà terminé tout le Valais, j'entends. Voilà, je suis allé X fois de l'autre côté du Simplon, je suis allé au fin fond du Val-de-Bagne, je sais pas combien de fois et tout. Et j'avais mis mon bus habitable à différents endroits, je louais des garages, des places de parc, je faisais les trajets en train, puis j'y suis arrivé. Et pour la suite, si j'ai la santé, ce sera pas facile, mais j'y arriverai. Pour l'après-défi, tu as encore un petit peu de temps pour y penser, quelques balades et quelques heures de balade pour réfléchir à tout ça. Mais est-ce que tu as déjà une idée précise, peut-être, je sais pas, une idée comme ça, un livre pour retracer tout ça Est-ce que quelque chose est prévu ou bien même un défi suivant voilà. Non, j'ai le temps d'y penser. Je pense que là, il me reste quand même maintenant encore théoriquement 17 ans. C'est encore long. Moi, je vais pas faire d'autres projets pour le moment. Encore une fois, je veux dire, moi, pendant les 11 ans de vie en jaune, j'ai quand même eu un cancer plus une opération à cœur ouvert. Voilà, j'ai très bien surmonté tout ça, mais ça rappelle quand même qu'on n'est pas grand-chose et que tout peut s'arrêter en très peu de temps. Donc là, j'ai pas envie de réfléchir plus loin que 2041 pour le moment. Et puis une arrivée, si je me trompe pas, au Palais fédéral. Sur la place fédérale, le 1er août 2041, ouais, la Confédération fêtera ses 750 ans, puis moi 75, et puis ce sera la fin de la vie en jaune. Alors, je pense que je vais trouver quelqu'un pour organiser un petit événement dans ce cadre-là. D'ailleurs, avec le directeur de Suisse Rando, on a déjà convenu en rigolant qu'on allait monter un stand et puis faire quelque chose. Donc, ouais. Rendez-vous est pris. Et puis, jeune comme tu es, tu seras là. Ah ouais, puis je pense que je ne serai pas le seul. Il y aura quelques intéressés qui seront là. Je te propose de passer un petit peu à la dernière partie où j'ai quelques questions que j'aimerais bien poser à tous mes invités. La première, donc les deux premières sont peut-être un tout petit peu plus à développement, même si on n'a plus forcément le temps de s'étaler des heures. Quel est ton rapport à l'échec ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et si tu en as eu des marquants, qu'est-ce qu'ils t'ont appris ? On sait qu'on a le truc un petit peu qu'on apprend plus dans l'échec que dans la victoire, qui peut paraître un petit peu cliché. Je pense qu'elle est fondamentalement vraie. Toi, quel est ton regard là-dessus ? Ouais, je pense que c'est vrai. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai jamais eu d'échec, quoi. J'en avais eu un quand j'étais jeune, c'est que j'ai raté mon permis de bateau côtier que j'ai essayé de faire à La Rochelle, mais parce que c'était un cours accéléré où on pouvait faire son permis en 3 jours, et puis j'avais raté mon permis hauturier de bateau. Voilà, mais sinon, j'avais pratiquement jamais rien raté. Et puis je dirais plutôt que je me suis fait rattraper par ces échecs ces dernières années, où j'ai eu deux désillusions professionnelles finalement, où j'ai voulu changer de direction et je me suis complètement planté. Donc j'ai dû revenir au journalisme, et même si aujourd'hui je suis heureux où je suis, ça a été un gros échec. Et puis notamment en 2 changements de travail, j'ai perdu 42% de salaire, donc ça a été assez difficile à digérer aussi. Et puis oui, c'est intéressant parce qu'on se rend compte philosophiquement qu'on en retire toujours quelque chose, quoi. Après, je pense que l'échec, c'est comme le succès et comme tout. Je pense que c'est la quantité qui fait le poison, quoi. Je pense qu'un peu d'échec de temps en temps, ça remet les idées en place. Je pense que trop d'échecs, ça doit quand même être lourd à vivre, quoi. Donc, je pense que l'échec est un élément comme d'autres. Je pense que on peut apprendre dans l'échec comme on a besoin de victoire. Donc, très intéressant. Je n'avais jamais pensé à cet aspect quantité et puis au rôle que ça peut jouer. Mais c'est ça, c'est comme
comme pour alors, physiquement, dans ma vie, j'ai aussi eu énormément d'accidents. Je connais les hôpitaux par cœur, les salles d'urgence et tout. Alors, j'ai de la chance parce que je me suis toujours relevé. Mais ces phrases à la con que je prononçais moi aussi, du style « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort », C'est un petit peu ça à quoi je faisais référence quand je parlais de l'aspect un peu cliché. je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Les choses qui font mal, elles font mal. Donc, si on s'en relève, bah oui, ça peut nous renforcer. Mais je veux dire, si on s'en ramasse trop plein la gueule, au bout d'un moment, on est KO et puis non, ça va pas, quoi. Donc, je crois que l'histoire, ta vie commence quand tu quittes ta zone de confort. Oui et non. Ces phrases bateau, j'entends. Je suis pas convaincu. Moi, je suis de plus en plus convaincu que la clé de la réussite, elle est dans un certain équilibre. Et l'équilibre, j'ai trop longtemps été extrême et excessif et je pense que c'est pas bon. Très intéressant comme conclusion là-dessus. Ma deuxième question, elle concerne la curiosité. Donc toi qui es journaliste, j'ose penser que c'est en tout cas quelque chose qui t'habite. Quel rôle elle a joué dans ta vie? Comment tu vois la curiosité? Est-ce que c'est une qualité que tu penses importante? Alors là aussi, je pense qu'elle est fondamentale. Elle fait évoluer. Parce que qui dit curiosité, dit quête de réponse, dit acquisition de connaissances, dit développement personnel. Donc je pense que la curiosité, elle nous fait évoluer, elle nous fait grandir. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de vouloir tout savoir, tout comprendre. Ça, c'est de nouveau le trop. Et là, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai des fois eu tendance à ne pas vouloir me lancer dans certains domaines ou dans certains projets de peur de ne pas être excellent ou de peur de ne pas tout maîtriser. Et tout est tellement complexe que finalement, être curieux un peu, c'est bien, mais il ne faut pas se rendre malade non plus, quoi, parce qu'on n'arrivera pas à tout savoir, tout comprendre. Des réponses mesurées et sages qui sont très intéressantes et qui feront certainement évoluer ma manière de voir ces questions-là. C'est vraiment cool parce que moi, quand je pensais à la curiosité, je me suis dit, trop bien, il faut être curieux et tout, mais voilà, avoir une certaine mesure. Mais oui, il faut, là, mais pas trop non plus, ouais. quoi. Mais voilà, encore une fois, je dire ça, c'est... Voilà, j'ai 59 ans, je parlais pas du tout de la même façon à 20, à 30 ou à 40 ans. En parlant de vision de la vie, on va dire, si tu avais 3 mots, donc la question suivante, si tu avais 3 mots pour définir ta philosophie de vie. Elle est peut-être pas facile, je m'en rends pas vraiment compte, j'ai essayé de le faire pour moi, mais... 3 mots comme ça, en quelques secondes. Non, mais ça, il faudrait des semaines. Il y a tellement de mots. Il pourrait y en avoir beaucoup, mais comme ça, je dirais plaisir, respect, sérénité. Je pense qu'il faut vraiment avoir du plaisir. Après, on est obligé de respecter et les autres et soi-même. Donc, dans la quête de son plaisir, on doit tenir compte de cette obligation de respecter les gens, les choses. Et puis, la moyenne de tout ça, quelque part, c'est la sérénité. C'est de se sentir bien avec ce qu'on a. Et puis de trouver du plaisir à vivre, quoi. Malgré tout ce qui ne va pas. Ça colle assez bien, je trouve, avec la discussion qu'on a eue dans l'ensemble. Je trouve c'est cool. Des questions maintenant un petit peu plus courtes. On parlait du coup de beauté des endroits, mais le plus bel endroit ou l'endroit qui t'a le plus marqué par l'environnement, ça peut être aussi à cause de l'instant T, la lumière qui était là à ce moment-là, mais c'était où, quand?
Je dis toujours, ça c'est bien une question de journaliste, donc voilà, tu pourras te lancer dans le journalisme, mais je ne peux pas répondre. C'est comme si tu demandes à un critique gastronome, alors quel est le meilleur restaurant? Il ne pourra pas te répondre parce que le meilleur pour les fruits de mer, c'est celui-là, le meilleur pour les desserts, c'est celui-là. Et puis, ça dépendra aussi du menu du jour, de comment il se sentait, etc. Alors, des endroits exceptionnels, j'en ai vu tellement. D'ailleurs, souvent, je rigole. Et puis, souvent, je dis, pour la 50e fois, je vous dis, cette étape-là, je peux la mettre dans le top 10. Donc, Ok. non, c'est pas possible, quoi. Il y a trop d'endroits géniaux, quoi. Désolé. Pas de souci. C'est ma question de journaliste, c'est comme ça. Un petit peu des conseils. Si tu as un conseil à donner à ceux qui se lancent ou qui sont déjà randonneurs, si tu en avais qu'un à donner, qu'est-ce que ça serait? C'est d'apprendre à devenir randonneur. Parce qu'on croit qu'être randonneur, c'est facile, qu'il suffit de marcher ou de prendre un sac, ou etc. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Je veux dire, il faut apprendre à connaître son corps, il faut apprendre à connaître le terrain, il faut apprendre à lire une carte, il faut apprendre à gérer les saisons, la météo. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour devenir randonneur. Donc je dirais que les gens qui veulent se lancer dans la randonnée, il y a une chose dont il faut qu'ils se rendent compte, c'est que finalement, un petit peu randonnée, voilà, c'est comme quelqu'un qui fait du jogging, c'est pas encore un champion de marathon. Il y a toute une palette de façons de randonner. Et puis si vraiment quelqu'un veut se lancer dans la randonnée, il faut qu'il accepte qu'il faut aussi apprendre, quoi. Ok, top. En restant dans le domaine des conseils, si tu avais un conseil à donner à ton toi de 20 ans, qu'est-ce que ça serait? Sois plus gentil avec toi-même. Sois plus doux. Écoute-toi plus. Et continue à vouloir progresser, gagner, mais n'exagère pas, quoi. N'exagère pas. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Une œuvre littéraire, cinématographique ou autre qui t'a marqué et que tu conseilles de découvrir? Mais il y en a beaucoup. Alors moi, j'ai l'immense faculté d'être emballé par des œuvres et puis de les oublier. Donc je sais que j'ai lu plein de livres qui m'ont emballé, mais en général, j'oublie les titres, je mélange tout. Et souvent, je me dis, mais j'ai lu quelque chose qui dit que, mais j'ai de la peine à tout retenir, quoi. Mais dernièrement au cinéma, il y avait je me souviens plus du titre là, du film inspiré du livre de Sylvain Tesson. Sur nos chemins noirs? Ouais, c'est ça. Ouais. Bien, les chemins noirs, je sais plus, à des deux, mais Avec Dujardin. ouais, exactement. Ouais. Oui. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, quoi. J'entends forcément. Donc ça, c'est un film magnifique. Après, il y en a plein d'autres, quoi. Aussi les livres aussi de Kilian Jornet. Il y a aussi beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il décrit. Alors, c'est beaucoup plus axé sur la montagne, la performance, la connaissance du corps. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes aussi. Mais sinon, après, il y a aussi tous les grands classiques, même littéraires. Je veux dire, moi, je crois que j'ai lu 3 fois Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc, je crois que dans la vie aussi, il faut être éclectique, quoi. Il faut pas rester emmuré. Moi, j'ai adoré la littérature, les grands auteurs. J'adore les films policiers, les séries policières, si possible plutôt françaises. Enfin, ouais. Encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Il y a énormément de sollicitations. Il y a tellement de belles choses à découvrir, quoi. Donc, je crois qu'il faut pas hésiter non plus à
essayer des fois de changer de genre, quoi. Ok, bon, on en prend bonne note. Et ce soir, par exemple, aussi, je reçois quelqu'un à manger, et puis ce matin, je savais vraiment pas quoi faire, et puis tout à coup, puis je me suis dit, oh, je vais vite faire un petit. Mais non, puis je me suis dit, bah allez, je vais faire des lasagnes, mais je vais les faire bien, puis là, en partant d'ici, je vais aller acheter tous les ingrédients, puis je vais prendre du temps pour faire ces lasagnes, puis je vais les faire avec amour. Et je pense qu'il est vraiment important d'avoir cette capacité de pas tout faire en vitesse, et puis de se dire le repas, je vais vite mettre un truc malsain au four et hop, envoyer. Non, il faut prendre le temps de cuisiner. Mais si on cuisine, on cuisine. Et puis après, peut-être à la limite, on regarde la télé. Mais si on regarde la télé, aujourd'hui, c'est difficile quand on regarde la télé. Moi, je suis comme beaucoup aussi. J'ai de la peine à pas faire du smartphone en même temps, quoi. Mais il faut vraiment qu'on arrive à se concentrer sur une chose, placer notre attention sur une chose et la vivre pleinement. Parce qu'à force de vouloir tout vivre en même temps, on finit par ne plus rien vivre. Et ça c'est le piège. Eh ben, on te souhaite de continuer à apprécier ce que tu fais, à prendre le temps et puis à apprécier les sentiers de notre beau pays. Pour terminer, à part te suivre et suivre ton aventure, je ne sais pas si tu as un autre projet, une promotion de quelque chose, une cause ou autre que tu aimerais faire. Libre à toi, tu as champ libre pour parler de quelque chose qui te tient à cœur et dont tu aimerais faire la promotion. Mais non, alors, moi tout va bien. J'ai pas envie vraiment de faire de promotion. Moi, je dirais simplement, si je pouvais, alors simplement, oui, faire la promotion d'un monde meilleur. Voilà. Alors après, je veux dire, politiquement, c'est compliqué, mais je pense quand même qu'il faut quand même tenir compte du fait que la planète souffre, et puis qu'il faudrait quand même agir de façon conséquente pour essayer de la préserver. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire ceci ou cela, que chacun le fasse à son âme et conscience, mais je pense que j'en appelle simplement à une prise de conscience du fait que pour la planète, on ne peut pas continuer de vivre comme on vit aujourd'hui. Top. Merci beaucoup pour cette discussion, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir fait le déplacement et puis merci pour ton temps. Merci.